Was ist los? What's this, a dark horse? Heil! Durant la Seconde Guerre mondiale, Hollywood s'engage massivement aux côtés du gouvernement américain. L'industrie du cinéma mobilise ses moyens de production et le talent de ses auteurs, de ses techniciens et de ses stars. Une gigantesque machine de propagande se met en place pour soutenir l'effort de guerre face aux nouveaux ennemis de l'Amérique, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon. Cet engagement d'Hollywood constitue une aventure unique, jamais réédité dans l'histoire. Au début des années 30, Hollywood semble pourtant bien loin des bouleversements politiques qui sont déjà à l'œuvre dans le reste du monde. Elle est avant tout la capitale mondiale du divertissement, un modèle de rêve et de glamour, dans lequel les vedettes californiennes font figure de demi-dieux et suscite un formidable phénomène d'identification. Plus de 80 millions d'Américains se rendent dans les salles chaque semaine pour admirer Charlie Chaplin, Gary Cooper ou les Marx Brothers. Contrôlant toutes les étapes de la production et de la distribution, les grands studios règnent en maître. 20th Century Fox, Paramount, Warner Bros, Universal, RKO, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer. Le cinéma est devenu la 8e industrie du pays. Mais Hollywood reste cependant fortement dépendant des marchés étrangers. 3 films sur 4 projetés dans le monde sont alors issus des studios californiens. En Allemagne, les nazis ont pris le pouvoir en 1933. De peur de voir leurs films interdits sur ce territoire, les studios américains font le choix de la diplomatie et veillent prudemment à ne pas mécontenter le gouvernement du Reich. La plupart acceptent même de se plier aux lois anti-juives, promulguées en 1935. Ils se séparent de leurs collaborateurs juifs, employés dans les bureaux allemands. Georg Gissling, consul du Reich à Los Angeles, surveille étroitement les projets des grands studios. Il intervient à plusieurs reprises et parvient ainsi à empêcher le tournage d'un long métrage hostile au régime, The Mad Dog of Europe, le chien fou d'Europe. Seuls quelques petits films indépendants, produits en dehors du système des studios, dénoncent alors la dictature allemande. Censorship has raised a wall around Germany so that the truth of what is going on inside the slain republic may not escape to the outside world. And what about the Jews, Your Excellency? Dès 1934, sort Hitler's Reign of Terror, mélange hybride de documentaire et de fiction. S'il frappe par son absence de subtilité, il a cependant le mérite d'être le premier à montrer sur les écrans américains les violences exercées en Allemagne sur les Juifs. Sur le même modèle, 2 ans plus tard, le film I Was a Captive of Nazi Germany raconte l'expérience vécue en Allemagne par une jeune journaliste américaine. Elle témoigne des événements tragiques qui bouleversent alors le pays. Autodafé, haine raciale, répression. Soupçonnée d'espionnage, elle est emprisonnée durant 4 mois et ne doit sa libération qu'à l'intervention du consul américain. Là encore, le film souffre de son amateurisme. Mais il a aujourd'hui valeur de document. Aux États-Unis, des voix anti-nazis commencent à se faire entendre. En 1936,
des associations juives appellent au boycott des produits allemands. À Hollywood, des personnalités comme Melvyn Douglas ou John Ford rejoignent la Hollywood Anti-Nazi League, fondée quelques mois auparavant. Celle-ci compte près de 4000 membres. Elle organise des meetings et imprime des revues d'information. On peut y lire « Le régime d'Hitler est un régime de massacre et de torture, de fraude et de conspiration contre le monde ». Dès octobre 1936, la Hollywood Anti-Nazi League publie une carte détaillant l'implantation des camps de concentration en Allemagne. On ne sait pas encore qu'ils seront aussi, pour certains, des camps d'extermination. La Ligue dénonce aussi régulièrement les activités de plusieurs membres de la communauté allemande, qui, bien que citoyens américains, adhèrent au German American Bund, une organisation nazie dont le siège est à New York. We have to fight for our rights. Our German American Bund was created for this purpose particularly, and every conscientious person of our race should realize this and give credit to its integrity. We have no time nor excuse to be idle, so march along with the Bund. Le 9 décembre 1938, 56 célébrités hollywoodiennes se rassemblent chez l'acteur Edward G. Robinson. Ensemble, ils rédigent une déclaration d'indépendance démocratique qu'ils envoient au président Roosevelt et au Congrès. Ils réclament instamment que tout lien économique entre les États-Unis et l'Allemagne soit rompu. Parmi les signataires, le producteur Jack Warner, l'un des plus farouches opposants au régime nazi. Malgré les tentatives d'intimidation, il décide de rompre la loi du silence et lance la production d'un film sur le German American Bund. Il l'accuse ouvertement d'exercer des activités d'espionnage sur le sol américain. I am a Nazi spy. I am one of thousands stationed in every part of the United States to steal the secrets of your national defense. There are spies stationed in all of the Navy yards in Brooklyn, Philadelphia, Newport News. There are Nazi agents in the aeroplane and munition factories at Bristol, Buffalo, Seattle, Boston. Le 6 mai 1939, sort sur les écrans américains les aveux d'un espion nazi, 2 mois après l'invasion de la Tchécoslovaquie par l'armée allemande. Alors que la guerre en Europe semble désormais inévitable, il constitue le premier film ouvertement anti-nazi issu d'un grand studio. Now, from the actual revelations of Department of Justice investigator Leon G. Turow, comes the mightiest dramatic blast of a film. The almost incredible story of foreign agents stealing our vital defense plans, of a brown network spreading hatred and terrorism to mask the treacherous plots of its leaders. You'd think from the number of spies they've been sending over here that we're at war with Germany. It looks more as if Germany were at war with us. Nazi boons meeting all over the nation, openly training men for street fights, teaching them how to use guns and bayonets. It's a new kind of war, but it's still war. Le 1er septembre 1939, les troupes du Reich entrent en Pologne. Vient rapidement le tour du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Belgique et de la France. Au mois de juin 1940, en Europe, seule l'Angleterre n'est pas tombée sous la coupe des nazis. Les États-Unis sont encore pour l'heure en dehors du conflit. C'est dans ce contexte que sort au mois d'octobre Le Dictateur de Charlie Chaplin, une satire virulente du régime hitlérien. Range, 95,452. Range, 95,452. Yes, sir. And clear! Fire! Chaplin choisit de ne pas nommer explicitement l'Allemagne, qu'il rebaptise la Thomanie. Mais personne, évidemment, n'est dupe. Il assume ici un double rôle, celui d'Adenoid Henkel, sosie affiché d'Adolf Hitler,
est celui d'un petit barbier juif, victime innocente d'une dictature brutale et raciste. Der Juden. Der Stift des Sauerkraut mit der Juden. Der Leberwurst mit der Juden. Der Flitzensekter mit der Juden. Der Flütensekterklärten. Der Strängelichen mit der Hultensekterfläten. Und der Blätzensekter Elten. Besieg! Besieg! Der Juden. Der Juden. His Excellency has just referred to the Jewish people. Premier film parlant de Chaplin, Le Dictateur est un des grands succès commerciaux de l'année. Alors que le marché allemand est définitivement fermé aux films américains, plusieurs productions lui font rapidement suite, qui elles aussi dénoncent l'idéologie nazie. We're at war, Herr Müller. Yes. We are at war. But can you tell me why? Of course. To restore Germany's place in the world. We were a weak and despised nation before. Now everyone respects us. They're afraid of us. I must remember this. They are afraid of us. I will tell my wife it will comfort her. Perhaps she won't need any medicine to sleep. Yes, I will put a sign over my son's grave. They are afraid of us. Les personnages principaux de ces films sont des Allemands, opposés au nouvel ordre nazi. Malgré la terreur, ils refusent de céder à la dictature et entrent en résistance, au risque d'être abattus ou envoyés en camp de concentration. Après la succession des victoires allemandes en Europe, le gouvernement américain envisage sérieusement la possibilité d'entrer en guerre. Il décide, à l'automne 1940, la première conscription en temps de paix de son histoire. 900 000 hommes, parmi lesquels l'acteur James Stewart, sont sélectionnés par tirage au sort pour effectuer un service militaire d'1 an. Sur les écrans également, la jeunesse américaine revêt l'uniforme et commence son entraînement. Pour renforcer le sentiment patriotique du public, Hollywood lance la production de nombreux films, mettant en scène les différents corps d'armée. The U.S. Navy's dive bombers, the super pilots who fly America's super planes, heroically dedicating themselves to a fighting creed, to fly higher and dive faster. Now, for the first time in the Warner Brothers production Dive Bomber, this mighty air armada roars across the screen. Portant un message plus ouvertement guerrier, d'autres films mettent en scène les pilotes américains, engagés dans la Royal Air Force britannique pour combattre les nazis. Ou encore des héros de la Première Guerre mondiale, comme le sergent York, qui vaut un Oscar à Gary Cooper. Rest of you, keep under cover. Come back here. Where are you going? You didn't give me command. En 1941, la majorité des Américains restent néanmoins opposés à une entrée en guerre. De puissants lobbies isolationnistes critiquent ouvertement Hollywood et l'orientation de sa production. Parmi eux, l'America First Committee, l'Amérique d'abord, dont l'aviateur Charles Lindbergh est une des figures les plus populaires. L'industrie du cinéma fait même l'objet d'une enquête sénatoriale, au fort relent antisémite et anticommuniste. Mais celle-ci s'interrompt brutalement le 7 décembre 1941, avec l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor, dans le Pacifique. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Avec près de 2400 morts et 1200 blessés, le bilan humain de Pearl Harbor choque profondément l'opinion américaine, désormais soudée autour d'un même désir de vengeance.
Le 11 septembre, 4 jours plus tard, l'Allemagne, alliée du Japon, déclare elle aussi la guerre aux États-Unis. Il faut maintenant, pour le président Roosevelt, réorganiser le pays autour de l'effort de guerre. Pour l'assister dans cette tâche, il demande officiellement son aide à l'industrie du cinéma, qui va dès lors collaborer étroitement avec le gouvernement. Citizen of the United States. Citizen of the United States. Do hereby acknowledge. Do hereby acknowledge. To have voluntarily enlisted. To have voluntarily enlisted. This date, December 8th, 1941. This date, December 8th, 1941. In the Army of the United States. In the Army of the United States. For the duration of the war, plus 6 months. For the duration of the war, plus 6 months. Une semaine après Pearl Harbor, un comité des activités de guerre est créé par l'industrie du cinéma. Il est constitué de représentants des différentes organisations professionnelles, producteurs, distributeurs, syndicats d'artistes et de techniciens. Son rôle est de coordonner leurs actions afin de répondre au mieux aux besoins de communication du gouvernement. Pour financer la guerre, plusieurs grands emprunts d'État sont initiés par le département du Trésor. Et Hollywood multiplie les interventions pour en assurer la promotion. L'achat de bons de guerre est régulièrement encouragé en couverture des magazines, par les stars elles-mêmes. Il peut s'effectuer de manière permanente au guichet des salles de cinéma. Des soirées spéciales sont également organisées, où l'acquisition d'un bon de guerre offre l'accès gratuit à une séance. Come on and get 'em, folks. Come on, skip right up and get 'em. Any bonds today? Bonds of freedom, that's what I'm selling. Any bonds today? Scrape up the most you can. Here comes the freedom man, asking you to buy a share of freedom today. Many stamps today, gift kitties. We'll be blessed if we all invest in the USA. Sammy, my Uncle Sammy. Here comes the freedom man. Can't make tomorrow's plan. Not unless you buy a share of freedom today. Any stamps, any bonds today. De nombreuses célébrités se déplacent à travers le pays pour intervenir directement auprès du public. Discours, séances de dédicaces et même des apparitions dans des spectacles montés pour l'occasion. De grandes tournées sont organisées, comme celle de la Hollywood Victory Caravan en 1942. Un train est spécialement affrété. Il embarque une importante troupe de stars, comme Bob Hope, Cary Grant et Laurel et Hardy. Après une première étape à Washington et une réception à la Maison-Blanche en compagnie d'Eleanor Roosevelt, la Hollywood Victory Caravan se produit dans 14 grandes villes américaines. En 3 semaines, elle récolte plus de 800 millions de dollars. L'année suivante, la Hollywood Bond Cavalcade rapporte à son tour plus d'1 milliard de dollars. Buy, 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 buy a bond. And by, the bonds you buy will bring you victory. Buy, 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 buy a bond. And you'll be standing by the victory arch when Johnny comes marching home again. Oh, you should need no request. For after all, you know that you're investing in the best. Till the lads come back again, back the old attack again. Buy, buy, bond. This is no time to say you've done enough. This is the time to really do your stuff. And even if you can't be a soldier in the ranks, you can be the guy to help supply the guns and planes and tanks. This is the time for you to do your best. This is no time for you to take a rest. The enemy is reeling and his morale is low. So now's the time to fall in line and deal the final blow.
Harpo Marx, Judy Garland, Mickey Rooney, Betty Hutton, Fred Astaire. Pour relayer le message du gouvernement, les stars hollywoodiennes redeviennent des saltimbanques et partagent ensemble la vie de tournée. Elles collaborent aussi à de nombreux courts-métrages de propagande, largement diffusés en salle. Merry Christmas, Billy. Merry Christmas, Ginny. Mother, where are our stockings? Children, come and sit down a minute. Ginny, this is for you. Billy, this is for you. It's Mother's Christmas present. War bonds. Yes, darling, war bonds. Well, gee, thanks a lot, Mom, but I wanted a bicycle. I know you did, Ginny. And I know that Billy wanted a railroad. But I feel that you're both old enough to realize that your country's at war and to be willing to make sacrifices for it. Just think, if Daddy were wounded, one single war stamp might pay for the medicine that would save him from pain, even save his life. Well, couldn't I have a bond and a bicycle? Le gouvernement attend aussi du cinéma qu'il contribue à la formation des troupes. Le service du cinéma des armées est réorganisé au studio Astoria, dans l'État de New York, où se tournaient jusque-là les films des Marx Brothers. Il est rejoint par de nombreux techniciens hollywoodiens et centralise le stockage des films et la formation des photographes et caméramans de combat. Surtout, ils sont réalisés de nombreux films destinés à accélérer l'apprentissage des nouvelles recrues, au sein d'une armée qui compte désormais, sur 50 hommes, un seul soldat de métier. Entre 1941 et 1944, près de 1500 de ces films sont produits. Ils sont adaptés à tous les besoins, tant techniques que psychologiques. You're going into battle. Right away, you start thinking about home. Then you start thinking about all the things that can keep you from getting back there again. The result, you're too scared to think about your job. And if you want to come back, this is one job you gotta think about. La consigne donnée aux scénaristes de l'unité est claire. Le but de tout cet entraînement, c'est que les hommes soient opérationnels pour tuer des Allemands et des Japonais. Ne pas apprendre, c'est commettre une erreur fatale. Here it comes. This is it. Kill or be killed. Never thought I could do that. I guess I never thought anybody'd try and kill me. Well, I've got it licked now. Now I can fight. Le Feldmaréchal von Keitel, chef de l'état-major allemand, témoignera plus tard. Notre plus grande erreur fut de sous-estimer la maîtrise rapide et totale par les Alliés de l'éducation par le cinéma. This is Snafu. Le cinéma des armées produit également des dessins animés pédagogiques, mettant en scène un personnage récurrent, Snafu, une recrue maladroite, rapidement adorée des GIs. Snafu. Situation normal. All fouled up. Snafu emprunte son nom à une expression militaire signifiant « la situation est normale, c'est le bordel ». Ces aventures sont réalisées par les plus grands noms de l'animation, Chuck Jones ou Bob Clampett. Elles sont vues par plus de 4 millions de GIs. Elles le rappellent sur un mode humoristique d'importantes consignes de sécurité, comme les mesures de prévention contre la malaria dans les zones de combat. Not bad, but it don't do justice to me nose. Well, well, well. Swimming at sundown and naked all over. Ah, just my meat. Why, it's Snafu.
I never forget a face. Sur la côte ouest, dans la banlieue de Los Angeles, se développe une autre unité cinématographique militaire, cette fois indépendante du cinéma des armées, la First Motion Picture Unit, seule unité composée entièrement de personnel hollywoodien. Elle comptera jusqu'à 1100 hommes, artistes et techniciens. Elle est initiée par le général Arnold, commandant de l'US Air Force, dont les besoins en matière de recrutement et de formation se sont intensifiés de manière importante avec le conflit. Pour créer l'unité, Arnold s'adresse à Jack Warner. Warner s'adjoint les services du scénariste Owen Crump, qui en assume le commandement. La First Motion Picture Unit prend ses quartiers dans les studios Hal Roach, où étaient notamment réalisées les comédies de Laurel et Hardy. Le lieu est rebaptisé Fort Roach. Plus de 400 films pour l'US Air Force vont y être tournés pendant la guerre. All right, quiet, please. Here we go. All right, roll. Les prises de vue aériennes sont supervisées par Paul Montz, un des grands cascadeurs d'Hollywood. Les films sont principalement destinés à accompagner la formation des équipages sur tous les types d'appareils, chasseurs ou bombardiers. Surnommés les Hollywood Commandos, les membres de l'unité adoptent comme credo « On va les tuer avec des films ». Then a kick on the brakes to stop the wheel spin and gear up. Get rid of that drag fast. In takeoff emergencies, the bare belly is better than wheels. Check the light. Visual inspection later. 130 safe airspeed for power reduction. Manifold pressure first. Pilot's job, but today your instructor does it. Check your landing gear. Up left. Up right. Sans passer par la filière officielle, la First Motion Picture Unit a l'autorisation de recruter elle-même son personnel auprès des grands studios hollywoodiens. Les hommes qui la rejoignent disposent d'un savoir-faire unique, représentant tous les départements de la prise de vue. Réalisateurs, caméramans, mais aussi constructeurs, électriciens, machinistes, spécialistes d'effets spéciaux. Avec un grand réalisme, les films préparent les équipages à toutes les situations extrêmes. Certains d'entre eux leur enseignent même comment survivre en milieu hostile après un crash, dans l'Arctique, le désert, la jungle ou au milieu de l'océan. Brace yourselves. La First Motion Picture Unit dispose également de son propre département d'animation. Il emploie des talents comme Frank Thomas, l'un des grands du studio Disney, ayant travaillé sur Blanche-Neige, Pinocchio ou Bambi. L'unité compte aussi dans ses rangs le capitaine Ronald Reagan, futur président des États-Unis. Importante vedette du studio Warner, il est ici chargé du recrutement. Il participe également aux productions, apparaissant en tant qu'acteur ou prêtant sa voix aux commentaires des films. Comment reconnaître un zéro japonais est très révélateur de l'importance stratégique de la First Motion Picture Unit. Au début de la guerre dans le Pacifique, les Américains ont des difficultés à distinguer les avions japonais de leurs propres chasseurs P-40 ou Warhawk. Lorsqu'un premier Zéro est capturé intact, il est aussitôt rapatrié à Fort Roach. Des prises de vue sont alors réalisées pour le saisir en vol sous tous les angles. Les séquences sont ensuite insérées dans ce film de formation qui est immédiatement projeté à tous les pilotes.
Frank Capra, réalisateur plusieurs fois oscarisé et ardent défenseur des valeurs de l'Amérique, réalise lui aussi plusieurs films à destination des troupes. Sa mission lui est confiée directement par le général Marshall, chef d'état-major. Si les films de formation expliquent aux troupes comment combattre, les films de Capra doivent quant à eux leur expliquer pourquoi. Capra s'entoure d'une équipe de talents hollywoodiens, dont le réalisateur Anatole Litvak, et conçoit une série de films documentaires, essentiellement composés d'archives. Il recourt pour une large part aux images de propagande tournées par l'ennemi lui-même, afin de mieux dénoncer les doctrines et les ambitions des dictatures de l'Axe, l'Allemagne, le Japon et l'Italie. Laissons nos hommes écouter les nazis et les Japonais crier leurs conneries à propos d'une race supérieure, déclare-t-il. Ainsi, nos combattants sauront pourquoi ils sont en uniforme. Stop thinking and follow me, cried Hitler. I will make you masters of the world. And the people answered, Heil! Stop thinking and believe in me, bellowed Mussolini. And I will restore the glory that was wrong. And the people answered, Duce, Duce. La série Pourquoi nous combattons compte 7 films. Elle est inaugurée par Prélude à la guerre, qui pose les bases de la démonstration. À la demande du président Roosevelt, ce premier épisode sort sur tous les écrans américains en octobre 1942. Il est vu par des dizaines de millions de spectateurs. Extrêmement documentée, la série dans son ensemble constitue un outil de propagande inédit, qui place en opposition le monde libre et le monde opprimé aux mains des régimes totalitaires. Chaque film se termine sans équivoque de la même façon. Two worlds stand against each other. One must die, one must live. 170 years of freedom decrees our answer. La victoire des démocraties ne sera totale que lorsque les machines de guerre allemandes et japonaises seront entièrement détruites. Général Marshall. La dimension pédagogique de la série Pourquoi nous combattons est également renforcée par la collaboration des studios Walt Disney, qui réalisent de multiples cartes et animations insérées dans les films. Dès le début du conflit, le maître incontesté du dessin animé a répondu à la demande des autorités et bouleversé sa production. Ses équipes réalisent des dizaines de courts et moyens métrages centrés sur l'actualité. Nombre d'entre eux, très techniques, sont utilisés pour l'instruction du personnel militaire. D'autres sont destinés au grand public, comme Victoire dans les airs, qui développe les enjeux des bombardements aériens. How long will the war last? Will our own cities and homes be bombed? Which is our #1 target? Germany or Japan? What of the supply problem? Can we overcome the submarine menace? Can air power bomb Germany into submission? Les personnages créés par Walt Disney sont aussi mobilisés pour la création de près de 1200 insignes militaires, destinés à tous les corps d'armée. Donald, Pluto, Mickey et Dumbo sont ainsi reproduits sur les uniformes, les tanks, les bateaux ou les bombardiers. Les studios Walt Disney produisent également durant la guerre plusieurs courts-métrages pour le département du Trésor. Spirit of 43 rappelle à 26 millions de spectateurs le devoir de s'acquitter de leurs impôts pour soutenir l'effort de guerre. Then you'll have to start saving right away to meet your tax payments. Listen, chum. Spend it. It's your dough. Yeah, it's my dough. Aye, laddie. It's your dough. But it's your war, too. You must save for victory. What's money for? Spend it. Shoot the works. Nay, nay, you must save it. Spend. Save. Spend, save, spend, save, spend, save, spend, save, spend, 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 save. Well, now what are you going to do?
spend for the Axis or save for taxes. Just remember, every dollar you spend for something you don't need is a dollar spent to help the Axis. La production de films de fiction pour le circuit commercial est elle aussi bouleversée. Plus d'un tiers des films hollywoodiens qui sortent sur les écrans fait directement référence au conflit, avec une étonnante réactivité, mais aussi beaucoup d'opportunisme. Chanter et danser en uniforme devient alors la chose la plus naturelle qui soit. Les recommandations de l'Office d'information de la guerre motivent pour une grande part le choix des scénarios. Si les comédies musicales permettent avant tout de divertir le public, elles exacerbent aussi le sentiment patriotique et imposent l'image d'une Amérique soudée autour de ses valeurs et confiante dans la victoire. Saturday night is the loneliest night of the week. I sing the song that I sang for the memories I usually see, until I hear you at the door, until you're in my arms once more. Saturday night is the loneliest night of the week. Les chansons des Andrews Sisters, reines incontestées du swing, incarnent mieux que tout autre le souffle patriotique qui traverse la production musicale de l'époque. Formidablement populaire, le trio réalise même une série de disques distribués uniquement auprès des soldats alliés. Hello, all you fellas. Colonel, you sit right over there while we give out with some boogie woogie bugle boy. How about that, huh? Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. Then his number came up, then he was gone with the draft. He's in the army now, going reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, it blows the day to the fire. In boogie rhythm, you can't throw a note unless the bass and guitar is playing with them. He makes the company jump when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. He was a boogie woogie bugle boy of Company B. Plus de 500 films de guerre sont produits par Hollywood entre 1942 et 1945. Alors que les soldats américains sont engagés sur les différents fronts, en Europe, en Afrique ou dans le Pacifique, ces films donnent à leur famille le sentiment de participer, elles aussi, au combat. Cependant, les souffrances endurées par les soldats n'y sont pas, ou peu, évoquées. Les films doivent valoriser avant tout les actes d'héroïsme, précise l'Office d'information de la guerre. Il faut montrer que chaque individu est prêt à se sacrifier pour la défense des libertés. À l'affiche de nombreuses productions, Errol Flynn et John Wayne incarnent chacun à leur façon, sur les écrans américains, le héros de la Seconde Guerre mondiale.
chaque victoire américaine fait l'objet d'un ou de plusieurs films. Ainsi, le premier raid aérien sur le sol japonais, mené par le lieutenant-colonel Doolittle en avril 1942. Cette action d'éclat, plus symbolique que réellement stratégique, est évoquée dans Destination Tokyo, Prisonnier de Satan, ou encore 30 secondes sur Tokyo, avec Spencer Tracy. De la même façon, le raid des Marines du lieutenant-colonel Evans Carlson sur les îles Makin dans le Pacifique en août 1942 est raconté dans Gung Ho, avec Randolph Scott. Le décor est reconstitué en Californie, sur le littoral entre Los Angeles et San Diego. Et le lieutenant-colonel Carlson, en personne, est détaché en tant que conseiller technique auprès du studio Universal. Dans tous ces films, la violence des affrontements est savamment orchestrée. Une vision hollywoodienne de la guerre, privilégiant émotion et spectacle. Surtout, de telles scènes offrent au public la satisfaction d'assister à la mort de l'ennemi, en gros plan sur l'écran. Avec, à la fin du film, l'inévitable discours patriotique. The enemy breaks from cover. Deux caméramans sont tués au cours de ces combats meurtriers. Un autre acteur américain est également sur les lieux. Eddie Elbert, engagé dans la Navy, sauve courageusement des dizaines de vies. Il se porte au secours de Marines blessés, bloqués sur le récif lors de l'assaut, sous les tirs incessants des snipers japonais. Sanglant Tarawa. C'est ainsi qu'on l'appelle désormais. La victoire américaine a été obtenue au prix d'un véritable carnage. Du côté japonais, sur les 4744 hommes présents sur l'île, seuls 146 ont survécu. Les Américains aussi ont payé un lourd tribut. L'opinion publique est choquée. Comment plus de 1000 Marines ont-ils pu être tués pour conquérir une si petite île? Pour la première fois, le film With the Marines at Tarawa montre leur corps sans vie. Et Roosevelt lui-même insiste pour que ces images ne soient pas censurées. Le mois suivant, John Huston, le célèbre metteur en scène du Faucon maltais, rejoint le front en Europe pour le cinéma des armées. En Italie, l'avancée des forces alliées vers Rome est alors bloquée par une forte résistance allemande au nord de Naples. Huston a pour mission d'en rendre compte, en tournant un film avec les hommes du 143e régiment d'infanterie lors de l'assaut sur le village de San Pietro. In preparation for the attack, all 5th Army artillery within range, including tanks and all tracks, was directed against San Pietro and the surrounding area. Huston est à la tête d'une équipe de 6 caméramans. Pas à pas, des jours durant, ils filment la progression des fantassins, qui tombent régulièrement sous leurs yeux. Des images crues, terriblement réalistes. Le film provoque la fureur de l'état-major, qui en redoute les effets sur les jeunes recrues. C'est le général Marshall, finalement, qui sauve la bataille de San Pietro de la censure. Au contraire de démoraliser les soldats, déclare-t-il, cela les préparera à supporter le premier choc au combat. En novembre 1944, le réalisateur William Wellman tourne lui aussi un film sur la campagne d'Italie. Mais cette fois en fiction. Les Forçats de la gloire. Il a préalablement projeté à son équipe le documentaire de John Huston, pour que chacun puisse s'inspirer de sa vérité. Une vision objective de la réalité des fantassins, toujours exposée en première ligne. La peur au ventre. Le point de vue du ver de terre, comme l'a défini Ernie Pyle,
le fameux correspondant de guerre américain. Les Forçats de la gloire est adapté de ses écrits, pour lesquels vient de lui être attribué le prix Pulitzer. La guerre y est traduite avec honnêteté et simplicité. Pyle, interprété ici par le comédien Burgess Meredith, est peu intéressé par les stratégies militaires. Il partage le quotidien des soldats, pour mieux témoigner de leur souffrance et de leur courage. I feel like I'm 45. I feel like I was too. But I darn near am. How old are you, Ernie? 43. Le réalisateur Samuel Fuller, lui-même vétéran de l'infanterie, dira plus tard que Les Forçats de la gloire fut la seule fiction réaliste tournée pendant la guerre. Ernie Pyle ne verra pas le film terminé. Il est tué à Okinawa, le 18 avril 1945. Au printemps 1944, une véritable armée de photographes et de caméramans se regroupe en Angleterre. Tous se préparent à couvrir l'un des événements majeurs de la guerre. Le débarquement imminent sur les côtes françaises de Normandie. Le réalisateur John Ford, notamment, a en charge la coordination des équipes cinématographiques pour l'ensemble des marines alliées. Au soir du 6 juin, plus de 150 000 hommes ont pris pied sur le sol français. À la demande du général Eisenhower, une unité spéciale a été créée pour témoigner de l'événement. Dirigée par le réalisateur George Stevens, la Special Covering Unit, ou SPECU, accompagne maintenant les forces expéditionnaires alliées pour filmer leur avancée. Parallèlement au travail des opérateurs, Stevens filme régulièrement avec sa propre caméra, cette fois en couleur. Les images de la SPECU constituent des documents exceptionnels sur les derniers mois de la guerre en Europe. Elles montrent le formidable déploiement de troupes et de matériel à travers une Normandie dévastée par les combats. Les grandes figures de l'état-major aussi, comme cette rencontre des généraux Bradley et Patton avec le maréchal Montgomery, le 4 juillet, à l'occasion de la fête nationale américaine. La SPECU compte 45 hommes, des techniciens de cinéma, mais aussi des écrivains et des scénaristes, qui rédigent chaque jour un rapport précis en complément des images. Le 25 août 1944, l'équipe de Stevens est à Paris. À la gare Montparnasse, elle filme la reddition des officiers allemands, en présence du général Leclerc, commandant la 2e division blindée des forces françaises libres, et du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire. Paris est libéré, et les Alliés défilent sur les Champs-Élysées. De nombreuses vedettes hollywoodiennes ont elles aussi rejoint l'Europe. Elles viennent encourager les troupes dans leur progression vers l'Allemagne. Des spectacles sont organisés dès le mois de juillet, un mois après le débarquement. Mickey Rooney, Bing Crosby, Edward G. Robinson. Ici, pas de base militaire pour les accueillir. Il faut pouvoir jouer partout, dans un champ ou dans une étable, les sites à peine libérés. Parfois à quelques kilomètres des zones de combat. Star parmi les stars, Marlène Dietrich accompagne la 3e armée du général Patton. En Italie, en France, en Belgique, en Allemagne, elle donne près de 500 représentations pour les GIs. Née à Berlin, Marlène a immigré à Hollywood au début des années 30. Ironie de l'histoire, celle dont Hitler et Goebbels rêvaient de faire l'égérie du cinéma allemand, est aujourd'hui l'une des grandes icônes patriotiques du gouvernement américain. Bien que civile, elle sera plusieurs fois décorée pour son engagement durant la guerre. Alors que tombent les dernières barrières du Reich,
les Alliés découvrent l'ampleur des atrocités commises par les nazis. Le 29 avril 1945, le général Eisenhower demande à George Stevens de se rendre avec son équipe au camp de concentration de Dachau, qui vient d'être libéré. Les derniers mois ont révélé l'impensable. À Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen. Les hommes de la SPECO doivent rassembler des preuves incontestables qui pourront être produites devant un tribunal international chargé de juger les dirigeants allemands. Surmontant leur émotion, Stevens et ses hommes filment tout ce qu'ils voient, dans les moindres détails. Ils recueillent aussi de multiples témoignages et veillent à identifier avec précision les personnes et les lieux. Les images tournées par la SPECO seront utilisées dans le film Les camps de concentration nazis, projeté lors du procès de Nuremberg, le 29 novembre 1946. À la demande du procureur Robert Jackson, l'équipe de John Ford, au sein de l'OSS, en a réalisé le montage. Dans le préambule qui ouvre le film, George Stevens déclare solennellement: ce film constitue une représentation vraie des individus et des scènes photographiées. Les images n'ont fait l'objet d'aucune manipulation, et le commentaire qui les accompagne rappelle objectivement les conditions où celles-ci furent tournées. The body disposal plant. Inside are the ovens which gave the crematorium a maximum disposal capacity of about 400 bodies per 10-hour day. Gold-filled teeth were extracted from bodies before incineration. The ovens, of extremely modern design and heated by coke, were made by a concern which customarily manufactures baking ovens. The firm's name is clearly inscribed. All bodies were finally reduced to bone ash. Lors de la libération des camps, les forces alliées ont obligé les civils résidant dans les villages voisins à se rendre sur place, parfois même à enterrer les corps. Ces images sont largement reproduites dans le documentaire Les Moulins de la Mort, réalisé en 1945 par Billy Wilder. Dans son commentaire, le film ne questionne plus cette fois la seule responsabilité des dirigeants nazis, mais bien celle du peuple allemand tout entier. But these Germans, the ones who said they didn't know, were responsible too. They had put themselves gladly into the hands of criminals and lunatics. They tell you now they meant no evil, but they knew nothing of what was going on, or could do nothing even if they knew. The farmers received tons of human ash as fertilizer, but apparently never suspected it came from human beings. The manufacturers received tons of human hair, but apparently never dreamed it came from the heads of murdered women. No nightmares ever haunted those who lived near concentration camps. The cries and moans of the tortured were no doubt believed to be the wailing of the wind. Yesterday, while millions were dying in concentration camps, Germans jammed Nuremberg to cheer the Nazi party and sing hymns of hate. Today, these Germans who cheered the destruction of humanity in their own land, who cheered the attack on helpless neighbors, who cheered the enslavement of Europe, plead for your sympathy. They are the same Germans who once hailed Hitler. Dans le même temps, plusieurs films de fiction prennent pour thème la poursuite de responsables nazis ayant fui à l'étranger. Premier d'entre eux, Le Criminel, réalisé par Orson Welles, sort sur les écrans américains le 25 mai 1946. Le personnage joué par Edward G. Robinson traque un criminel de guerre, réfugié dans une petite ville des États-Unis, Harper,
sous une fausse identité. I'm on the Allied Commission for the Punishment of War Criminals. It's my job to bring escaped Nazis to justice. It's that job that brought me to Harper. Surely you don't think that... Mr. Wilson, I've never so much as even seen a Nazi. Well, you might without your realizing it. They look like other people and act like other people when it's to their benefit. A gas chamber, Mrs. Rankin. The candidates were first given hot showers so that their pores would be open and the gas would act that much more quickly. And this is a lime pit in which hundreds of men, women, and children were buried alive. Why do you want me to look at these horrors? All this you're seeing, it's all the product of one mind. The mind of a man named Franz Kindler. Franz Kindler, interprété par Orson Welles, a épousé une jeune américaine qui ignore tout de son passé. Il est parfaitement intégré à sa nouvelle communauté lorsqu'il est finalement démasqué. It's all their idea. I followed orders. You gave the orders. I only did my duty. Don't send me back to them. I can't face them. I'm not a criminal. Dans les dernières minutes du film, Franz Kindler s'est réfugié au sommet d'une chapelle, où sa mort est orchestrée avec maestria par le réalisateur prodige de Citizen Kane. Avant même que le tribunal de Nuremberg n'ait rendu son verdict à l'encontre des criminels nazis, Hollywood a délivré le sien. Franz Kindler est empalé sous le regard de ceux qui l'avaient jusque-là manipulé. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945, une semaine après le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker berlinois. Le rêve du Troisième Reich de dominer le monde s'est définitivement éteint. La guerre, pour autant, n'est pas terminée. Dans le Pacifique, les combats contre l'armée japonaise continuent de faire rage, et les forces américaines subissent encore de terribles pertes. La bataille d'Iwo Jima, qui a duré 1 mois, vient de coûter la vie à 6000 Marines. 15 000 autres ont été blessés. Malgré le terrain cédé, le Japon ne semble pas prêt de déposer les armes. En parallèle des opérations menées dans les multiples îles du Pacifique, une vaste campagne de bombardement sur le Japon est en cours. Elle s'est intensifiée depuis la prise des îles Mariannes à la fin de l'année 1944. Situées à moins de 2500 km de Tokyo, les îles Mariannes constituent des bases idéales pour les bombardiers lourds B-29, nouvellement mis en service. Pour aider les équipages à atteindre leurs objectifs, l'US Air Force lance le projet 152, classé top secret. L'état-major a besoin d'établir une cartographie précise des zones de bombardement. Il donne donc mission aux équipes hollywoodiennes de la First Motion Picture Unit, déjà en charge des films de formation, de réaliser une maquette géante de la côte de Honshu, l'île principale du Japon. Sa construction mobilise une centaine de spécialistes du département des effets spéciaux durant 8 semaines. Longue de 24 mètres et large de 18, elle occupe un studio entier. Les techniciens travaillent à partir de photos aériennes prises lors de missions de reconnaissance, qu'ils reproduisent dans les moindres détails. Le rapport d'échelle est calculé pour qu'une caméra travelling
placé à 1,40 m de hauteur au-dessus du décor, offre un point de vue équivalent à celui d'un pilote volant à 30 000 pieds. Plus d'une trentaine de films sont réalisés. Ils sont immédiatement envoyés dans les îles Mariannes, où les instructeurs les projettent aux équipages avant les raids. Here's where we pay off. Jap aircraft plants and an aerodrome 12,000 feet below are about to receive 4,000 tons of destruction. The first waves of B-29s have already found their objective. D'abord dirigés contre des cibles industrielles stratégiques, les raids aériens frappent aussi durement les grandes villes japonaises. Et des bombes incendiaires sont larguées massivement, qui réduisent en cendres Tokyo, Nagoya, Osaka, Kobe. 6 août 1945, base de Tinian, dans les îles Mariannes. L'équipage du B-29 Enola Gay, commandé par le colonel Paul Tibbets, s'apprête à partir en mission. Son objectif, Hiroshima. La bombe est lâchée à 8h45 du matin. Elle fait 70 000 morts et laisse la ville d'Hiroshima dévastée. Le 9 août, une autre bombe est larguée sur Nagasaki. On compte cette fois plus de 100 000 victimes. 3 semaines plus tard, le Japon capitule. Pour le gouvernement américain, l'emploi de l'arme nucléaire a épargné la vie de milliers de GIs en écourtant la guerre. 85% des Américains approuvent ce choix. La MGM annonce peu après la mise en production du film Au carrefour du siècle. Il raconte l'histoire du projet Manhattan, qui permit la mise au point de la bombe atomique. L'angle choisi est celui de l'aventure scientifique, dont le scénario détaille toutes les grandes étapes. Nombre des personnalités impliquées dans le projet Manhattan sont consultées pour le film. Le pilote qui largua la bombe sur Nagasaki, le major Charles Sweeney, est même engagé en tant que conseiller technique. 15 mois à peine après Hiroshima, le drame est ici revécu en fiction. Dans sa publicité, la MGM déclare « Cette histoire parle de la grande question à laquelle le monde est aujourd'hui confronté. L'énergie atomique sera-t-elle utilisée pour faire le bien ou pour faire le mal ?» Pour éviter toute controverse, le studio se garde bien de prendre position. Comme le démontre la bande-annonce d'Au carrefour du siècle, un faux micro-trottoir, soi-disant réalisé lors de l'avant-première. Good evening. I'm the Metro-Goldwyn-Mayer inquiring reporter. This is the first time this picture's been shown publicly. It's really a test performance. We'd like your reaction to it. Well, I was tremendously impressed and very deeply moved. Its subject matter is so vital, especially at this time. Like the picture, sir? Well, it seems to me it doesn't make any difference whether I personally like it or not. There it is, the story of the atomic bomb. If it had to be told, you people certainly didn't pull any punches in telling it. I only hope for his sake the happy ending comes true. We all do, sir. Thank you. Thank you. The truth never hurt anybody. But is it true? It must be. True or not, it's a great love story. An inspiring experience. Beautiful. Dynamic. Startling. Frightening. Dramatic. Fascinating. Amazing. It's amazing, Charlie.
I've been managing theaters for 20 years. I've previewed the best of the pictures and the worst of them. But I've never seen an audience react like this one. They were with it every inch of the way. I noticed that. Even the people who didn't completely approve the picture still were excited about it. That's exactly my point. You just can't ignore this picture, even though it is pretty rough medicine. I think that everybody that's seen it knows now the true significance of its title. Dans les derniers jours de la guerre, la conférence de Potsdam en Allemagne a réuni les principaux alliés. Franklin Roosevelt est mort le 12 avril 1945. C'est donc Harry Truman, le nouveau président américain, qui est présent aux côtés de Churchill et de Staline pour fixer le sort des nations ennemies. Un accord est signé le 26 juillet 1945. Sur les ruines des dictatures fascistes s'organise désormais la reconstruction des États. L'ancienne capitale du Reich, Berlin, est divisée en 4 secteurs: américains, russes, anglais, français. La guerre froide ne va pas tarder. Mais pour l'heure, on célèbre encore l'Alliance, comme lors de l'avant-première du documentaire d'Anatole Litvak, Opération Titanic, au Titania Palace de Berlin, le 28 juillet. Le film vante l'efficacité de la collaboration interalliée durant les bombardements sur l'Allemagne, grâce à l'installation de bases américaines en Union soviétique. Et dans la foule des spectateurs se mêlent peut-être pour la dernière fois des officiers de toutes les armées. Reconvertis en force d'occupation, les troupes alliées se pressent aussi pour applaudir les stars Jack Benny et Ingrid Bergman, qui la même semaine donnent un show à Berlin. Au mois de juin 1945, les grands patrons de tous les studios hollywoodiens ont eux aussi débarqué en Europe, à l'invitation du général Eisenhower. Pour l'occasion, tous ont revêtu l'uniforme. Un état-major suprême hollywoodien en quelque sorte, en campagne sur le sol européen. En Angleterre, en France, en Belgique, en Allemagne, ils visitent durant 3 semaines les grandes capitales et les sites historiques du conflit. Ils rejoignent ainsi le maréchal Montgomery dans son quartier général, survolent les plages du débarquement ou encore découvrent une exposition de matériel militaire. Officiellement, ils sont en mission d'observation pour réfléchir à la production de films pouvant aider à réussir la transition vers la paix. Ce voyage est aussi pour l'état-major américain le moyen d'exprimer sa gratitude aux producteurs hollywoodiens et de leur permettre de préparer l'avenir économique de leur compagnie sur le marché européen. Lors de son séjour en Allemagne, le groupe est invité à effectuer une croisière sur le Rhin. 180 km entre Bingen et Koblenz, à bord d'un bateau offert à Hitler par la ville de Cologne et réquisitionné par les Alliés. L'occasion pour Daryl Zanuck, Jack Warner ou Harry Cohn de trinquer à la victoire en regardant défiler les forteresses des chevaliers teutoniques. Le 24 septembre 1945, James Stewart pose en uniforme sur la couverture du magazine Life, alors qu'il vient de retrouver ses parents, en Pennsylvanie. Il y a maintenant 4 ans qu'il a quitté Hollywood. Aux côtés des millions d'Américains engagés comme eux sous les drapeaux, les grands noms du cinéma sont démobilisés. Fêtés en héros, ils rentrent au pays et reprennent alors le chemin des studios. Dans leur sillage, quelques jeunes vétérans débutent une carrière d'acteur. Kirk Douglas, Tony Curtis, ou encore Eddie Murphy, l'un des soldats les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. Engagé à 18 ans, Murphy a combattu dans l'infanterie, en Afrique du Nord et en Europe. Blessé 3 fois, il est crédité de la mort de 240 soldats allemands. Il devient, après-guerre, le héros de multiples westerns de série B, produits par Universal.
Le conflit terminé, le gouvernement doit accompagner le retour des soldats dans de multiples domaines. Emploi, soins, éducation. Pour financer le programme, il lance un nouvel emprunt d'État en octobre 1945. We've had a lot of bond drives. You people have proven by your magnificent response to each one of them that you know exactly why they were necessary. We've also had a lot of patriotic speeches. I'm sure you don't need another one from me to tell you why we need this victory loan. Now, why it's important that we make this victory loan the smashing climax of all bond drives. Our fighting men have just won history's greatest victory for freedom. They didn't stop until they finished their job. It's up to us not to stop buying bonds until we finish our part of the job. We've got to bring those boys home. It's up to us to see that they get what they were promised and what they have every right to expect. En 5 semaines, cet emprunt dit de la victoire rapporte 21 milliards de dollars. Pour de nombreux vétérans, cependant, la guerre n'est pas réellement terminée. Souffrant de stress post-traumatique, ils restent hantés par leur expérience sur le front et doivent suivre un traitement psychiatrique avant de rejoindre la vie civile. À la demande des autorités militaires, le réalisateur John Huston filme le parcours de 75 d'entre eux, durant leur séjour dans un hôpital militaire de Long Island. Here are men who tremble, men who cannot sleep, men with pains that are nonetheless real because they are of mental origin, men who cannot remember, paralyzed men whose paralysis is dictated by the mind. However different the symptoms, these things they have in common: unceasing fear and apprehension, a sense of impending disaster, a feeling of hopelessness and utter isolation. Le documentaire Que la lumière soit détaille toutes les étapes de la thérapie. Au fil de multiples entretiens, les médecins militaires font ressurgir la mémoire des soldats et les aident à surmonter leur traumatisme. Un processus lent, douloureux, mais libérateur, pour lequel il faut parfois recourir à l'hypnose. Now you're deep asleep. We're going back. We're going back now. Going back to Okinawa. Going back to Okinawa. You can talk. You can talk. You can remember everything. You can remember everything. You're back on Okinawa. Tell me what you see. Tell me. Speak. I'm in the battery area. You're in the battery area. Go on. Tell me what's going on. Getting fire missions. You're getting fire missions. Go on. You see everything now, clearly. Getting shells thrown at us. You're getting shells thrown at you. From where? Japs. Japs. Go on. Yes. Keep on. You remember it all now. Every bit of it's coming back. Japs getting near us to get our position. Japs getting near you to get your position. Go on. Même si Que la lumière soit démontre souvent l'efficacité du travail des médecins militaires, le ministère de la Guerre interdira la diffusion du film pendant plus de 30 ans. Pour John Huston, l'armée désirait entretenir à tout prix le mythe du guerrier, qui voulait que les soldats américains partis à la guerre en reviennent encore plus forts, se tenant bien droit et fiers d'avoir si bien servi leur pays. Pour tous les vétérans, le sergent Harold Russell, amputé des 2 mains, devient un modèle de courage. Dans le film Le journal d'un sergent, produit par le service cinéma des armées en 1945, Russell travaille sans relâche pour maîtriser l'usage des prothèses qui viennent de lui être posées. Il lui faut alors réapprendre tous les gestes du quotidien. Le journal d'un sergent marque profondément les esprits.
La fin du film montre Harold Russell alors qu'il retourne chez lui pour démarrer une nouvelle vie. Ayant surmonté son handicap, il peut désormais affronter le regard des autres et trouver sa place au sein de sa communauté. As for the hooks, she didn't ignore them completely that day on the train. That would have been more embarrassing than staring at them all the time. She noticed them, but she took them for granted, like too many freckles or flaming red hair. And after 5 minutes, I didn't feel I was much different from anyone else she knew. A bit luckier, that's all, because she lived only a mile from me, and now here I was dancing with her. Remarqué par le réalisateur William Wyler, Russell est invité à rejoindre la prestigieuse distribution de son nouveau film, Les plus belles années de notre vie. Le film fait le récit des difficultés rencontrées par plusieurs vétérans lors de leur retour dans une petite ville américaine. Sorti en 1946, il remporte 9 Oscars, dont celui du meilleur second rôle, pour Harold Russell. Dans une séquence devenue célèbre, un ancien pilote de l'US Air Force, joué par Dana Andrews, traverse un champ de carcasses de bombardiers, désormais inutiles. Il sera finalement embauché par la société chargée de les recycler, pour la construction de maisons préfabriquées. Peut-être le plus beau film produit durant cette période, Les plus belles années de notre vie, marque d'une manière à la fois profondément humaine et hautement symbolique la fin de la guerre d'Hollywood.